Ça sert à rien d'avoir sur mes 8 salles, 3 salles que c'est un film pour enfants qui a littéralement 2 clients par salle toute la semaine. T'sais. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Quoi qu'on sait que c'est de la valeur un peu artificielle parce que les Oscars, c'est plus une campagne de marketing ciblée vers une centaine ou un peu moins d'une centaine d'individus. Charles Riendeau contribue de façon plus ou moins pertinente à la conversation. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. On peut parler de l'éléphant dans la pièce, on peut parler d'Avatar. Ouais, sure. Ouais, c'est un éléphant à 1,7 milliard. Ouais, c'est ça. Premièrement, est-ce qu'on a aimé ou on n'a pas aimé? Ouais, on l'a tout vu ici. Ouais. Hugo, vas-y. Ben moi au bout de la ligne, j'en ai une expérience positive. Là. Je sais pas... J'ai vraiment pas détesté, malgré que je trouve que l'histoire, ben, c'est ça pareil, c'est la suite du premier, c'est dans les mêmes naïvetés pis les mêmes tropes de films de science-fiction qu'on a déjà vu 100 fois, puis que je trouve que ça n'amène rien sur la table, à part que c'est les plus beaux effets spéciaux que j'ai vus de ma vie. C'est genre, je peux pas y enlever ça, c'est littéralement genre bien joué, là, bravo James. Mais comme beaucoup de gens ils disent à propos de ce film-là, c'est ça qui arrive quand tu laisses le temps aux VFX artists de faire leur job. Ouais. c'est vraiment un des points positifs. Il y a ça, ouais. Parce que tu m'as montré à un moment donné, il y a des shorts de Warhammer 40K. Genre des shorts sur YouTube, amateurs. C'est vraiment joli. Là. Le gars, il n'y avait pas de mandat, il n'y avait pas de timeline à respecter, il a fait ce qu'il veut. C'est ça que ça donne. C'est des magnifiques effets spéciaux, comme ça devrait tout le temps l'être d'ailleurs. Ouais. En fait, de l'animation, parce que à this point, je considère quasiment ça comme un film d'animation. Honnêtement, oui. C'est du mocap, mais tu sais. Ouais. Tu sais, il y a des styles tu sais, l'animation, ça a toujours été éclectique. Souvent, mélanger des styles au sein d'une même animation. Puis je le vois quasiment de même parce que l'animation 3D, les VFX, prend comme... Je sais pas c'est quoi le pourcentage des shots, mais on s'entend c'est au-dessus de 50. Là. Ben oui. Puis le reste, les acteurs qui sont intégrés, ben je vois ça quasiment comme la série Angela Anaconda. Ils prenaient des vrais acteurs puis ils les animaient. Ça a l'air con, mais je vois ça quasiment de même. C'est comme un médium qui est là pour supporter puis rendre plus réaliste les scènes dans lesquelles sont intégrés. T'sais. Ouais, parce qu'ils ont bien fait des laissés en live action parce que on l'a vu avec les films de Zemeckis, là, des humains en CG, c'est tout le temps bizarre. Tu peux pas faire ça. Fait qu'au moins, quand t'es allonges un peu pis t'es rends bleu, ça brise un peu ça. Parce qu'ils sont pas Uncanny Valley pantoute, les navis. Fait que, avec Hugo, ben, on a ton opinion. Charles, vas-y, dis-nous le tien sur le film en général. Similaire, fait que je suis d'accord avec ce qu'Hugo a dit, mais si je build up à partir de là, je trouve par contre que justement, les special effects, la fidélité là, du film est pas non plus un succès à 100%. C'est pas un bullseye. Le film est en 48 FPS. Ouais. Je pense pas que ça vaut la peine. Je pense pas que ça vaut le temps de rendering de plus puis l'argent qu'ils ont investi de 48 plus. FPS, on parle de, pour ceux qui le savent pas, de 48 images par seconde. Ouais. Normalement, un film standard était en 24 images par seconde. 24 images c'est 2 fois plus. Il a été fait dans tous les formats imaginables. T'sais, il a été fait en flat, en scope, en 24, en 48, en 4K, tout le kit. Là, c'est en IMAX. Ils ont tout fait. C'est incroyable. J'ai reçu 8 disques durs externes au cinéma pour tous les formats différents. C'était juste des formats qu'on a écouté que tu présentais, c'était quoi déjà la grosseur? Vous, c'était du scope 48 FPS. Ouais, la grosseur du fichier, c'était quoi déjà? La lourdeur, c'était 700... Monsieur Packer, c'était entre 700 et 750 gigs de fichier. Un film. Pour ceux qui sont pas trop sûrs, là, un iPhone normal, c'est 85 gigs à peu près, là, tu sais. La capacité d'un iPhone? La capacité d'un iPhone. Généralement. On s'est rendu à... Il y en a des 120 maintenant, là, ou whatever, mais... Tu sais, on s'entend, un bon disque dur qui peut lire ça, c'est 200$. Ouais, c'est ça. Fait que, juste le disque dur. Exactement. Fait que ça te prend quelque chose à 1 TB là, pour contenir ça. C'était énorme. J'ai jamais vu un film lourd de même. Puis un film en 48 FPS. La dernière fois qu'ils ont fait un film de même, c'était The Hobbit. Pour donner une idée, là, tu sais. Fait que ça se fait pas souvent. Donc, anyway, excuse, continue. Mais ça veut dire que... parce que
faire un render d'une image, fait que prendre l'image, l'information que l'ordinateur a, puis compiler tout ça, puis faire les post-processing, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps, de l'énergie, de l'argent. Ils ont des histoires comme plusieurs centaines d'ordinateurs qui travaillent ensemble pour générer une seule image. Puis ça doit être... Je sais pas ça est rendu où au niveau de la technologie. Moi, quand je m'intéressais à l'animation 3D, puis quand j'ai fait mes cours là, au cégep, tout ça, on parlait au niveau professionnel, on parlait des fois peut-être une dizaine de minutes par image, tu sais. Ouais. Fait que eux autres, là, si tu le fais en format IMAX, même avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ça doit être un petit peu plus que ça. Ça a pris 30 ans, un film de 3 heures en plus. Le film dure 3 heures, puis là tu parles 48 images secondes versus le standard qui est 24, fait que t'es 2 fois plus. Je pense pas que ça coûte tout à fait 2 fois plus cher à render parce que, en tout cas, les trucs ça dépend, ils font où? Sûrement que la plupart étaient faites à Montréal, le render, parce que ça coûte rien l'électricité ici. C'est pour ça qu'ils font il y a ça. En tout cas, ça pour dire, ça consomme plus d'énergie, ça coûte plus cher. Je pense pas que ça valait la peine. Je pense pas que le résultat est dans l'image parce que, surtout que des fois, il y a des scènes où est-ce que le framerate changeait. C'est pas toutes les scènes qui étaient un peu. Ça graffinait l'œil un peu. C'est pas toutes les scènes qui étaient à 48 FPS. Puis à chaque fois que ça baissait, j'ai l'impression de regarder une cutscene de jeu vidéo sur mon ordi, puis qui comme ça je roule à ultra, mais je devrais être à high, tu sais. Des fois il commence à chugger un petit peu là. Ouais, puis là t'as ta fan qui parle. Ouais. On t'achète une carte graphique à 3000$ pour plus que ça arrive. Ça le fait quand même. En tout cas, fait que ça me donnait cette impression-là. Fait que moi 48 FPS, ça l'a pas fait pour moi. Je pense pas que ça valait la peine. Ça c'est pour au niveau de l'animation, de la technologie, tout ça. Au niveau de certaines scènes, les scènes d'action, tout, j'ai trouvé qu'il était vraiment le fun, qu'il était bien filmé. Ouais. C'était cool. Des belles chorégraphies. Ouais. Vu que c'était de la belle animation 3D, il y en a beaucoup qui me donnaient des vibes de cutscene de Call of Duty. Oui. Non, c'est vrai. Non, c'est pas la première personne qui me le mentionne. Là. C'est quand il y a la scène du train au début qui crash, puis toute la kit, ça ressemble beaucoup à ce que tu verrais justement dans un jeu. Là, tu t'attendrais à comme là, puis tu vois ton gun sortir. Pas en bas de l'écran, puis là tu vois un réticule au milieu, tout ça. Ils vont faire un jeu d'Avatar. Sûrement. Il me semble. Il y en a déjà eu un. Ubisoft a fait pour la sortie de leur genre. Apparemment, il est bon. Il est vraiment bon pour un film, un jeu de film. Puis là, oui, Ubisoft en font un deuxième. Ils travaillent de temps en temps. Un deuxième, ouais. Mais c'est rendu que les jeux... j'ai vu ça un article récemment là-dessus qu'un jeu AAA, ça a développé au complet, là, comme à partir de 0. Ça peut prendre le temps d'une génération d'une console à développer. Et sacrément. Fait que on va l'avoir, le jeu d'Avatar, mais d'après moi, il va sortir avec le prochain. Le prochain, peut-être. Puis peut-être même l'autre d'après. Parce que, tu sais, Ubisoft, ils viennent de slacker plein de monde. Oui, ils ont slacké plein de monde, puis c'est la seule compagnie qui pouvait... Ben, la seule, là, je parle pas de travers mon chapeau, là, mais c'est une des compagnies qui pouvait sortir un AAA game en 1 an parce qu'ils ont... tout le même jeu, peu importe la franchise. S'ils font slapper des images différentes par-dessus, puis ils ont littéralement des armées de gens qui travaillent dessus. Fait qu'eux autres, ils ont le manpower pour sortir un AAA game rapidement. C'est pour ça qu'Avatar, sûrement, sont allés avec eux autres. Ouais. Ça peut très bien, Fait que c'est ça au niveau technologie puis animation. Mais sinon, j'ai plus de positifs que de négatifs de mon expérience. J'ai trouvé qu'il était trop long. Que le scénario est un petit peu maladroit, que des fois il y avait des tu sais où est-ce qu'il voulait aller, mais on dirait qu'il savait pas comment il voulait y aller. Comme la scène au début où est-ce que là il y a les espèces de special operators là, qui sont dans le fond des avatars là, qu'eux autres ont les anciens méchants qui sont revenus comme des avatars là, mais là c'est plus des avatars parce que c'est des clones là. C'est ça, c'est des ils ont comme transféré leur consciousness dans l'avatar, fait que c'est comme un genre de clone quelque chose de même là, mais c'est parce que dans les événements du premier film, ces personnages étaient déjà créés, mais ils étaient dans des comme dans des capsules qui transfèrent dans le fond. Ils sont en train de se faire cloner, si tu veux. Puis là, ils sont prêts au moment des événements du deuxième film. Fait que les autres, ils se réveillent puis ils ont un catch-up de tout ce qui s'est passé dans le premier, basically. Jusqu'à la fin, dans le fond. Jusqu'à ce qu'il meure. Fait que je m'attendais à un character arc un peu différent de ça. Je pensais que le méchant, il allait devenir gentil, peut-être. Que ça prenait ça pour qu'il... au courant du film, je pensais vu qu'il y avait son fils dedans, là, qui fait partie des gentils,
Je pensais qu'il allait faire comme ben là, je vais me joindre à eux, mais genre, je vais comprendre leur point de vue parce que lui devient un d'eux, mais finalement, non, il reste bad guy tout le long. Ils ont un antagoniste qui fonctionne. Je pense qu'il va être méchant jusqu'à la fin de tous les films, d'après moi. On peut dire spoiler, mais tu sais, à la fin, il se sauve. On peut penser qu'il va virer de bord. Moi, je pense que oui. Ça va être son arc. Peut-être il va devenir un rogue, genre, puis il va faire ses affaires de son bord. Puis... Parce que lui, c'était un vieux... Tu sais, c'est pas comme le personnage principal, tu sais, qui était comme un jeune, déjà un peu idéaliste. Lui, c'est un vieux monsieur, tu sais. Mais d'après moi, c'est ça qui va arriver. Parce que lui, il est pas en quête pour l'humanité. Il veut juste tuer le gars qui l'a trahi. C'est juste ça qu'il veut. Fait il peut très bien faire ça par lui-même. Tandis que c'est techniquement pas vraiment lui, parce qu'il est un clone de la personne qui s'est fait de l'autre. Fait que il peut avoir un spin. Il y a des thématiques intéressantes qui peuvent être abordées là-dessus. Ben, faut pas... tu sais, moi, j'aime ça... rappeler à tout le monde que, tu sais, par rapport au concept global du film, c'est que, tu sais, maintenant, on regarde ça maintenant, puis on peut faire comme, tu sais, c'est un peu basic, puis tout, mais lui, il a commencé à écrire le film après qu'il a sorti Avatar. Titanic. Titanic, c'est 96, 97... Quelque chose de même. Quelque chose de même, là. Pas 2000, en tout cas. Ça, c'est Charles certain. Il l'aurait calé tout de suite. Il l'aurait calé tout de suite, mais 96-97, en tout cas. Puis il avait déjà commencé à l'écrire avant, parce qu'en tout cas, bref, on sait pas toute l'histoire exactement là, de James Cameron, comment il l'a fait, mais il a commencé à travailler dessus après que Titanic est sorti. Puis mettons qu'il est sorti en 97, là. Je pense que c'est ça l'année, là. Mais peux-tu checker, Hugo? C'est le truc, je suis curieux. Moi, j'ai envie de dire 93, même. Peut-être même plus 94, pendant que Ben... Allons voir. Terminator 2, il est sorti quand, lui? Les années 80 ou 90? 97. 80... Ah, yes! 97, tu l'avais. Yes! Anyway, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'était que quand il a commencé à écrire ça, en 97... le recyclage, la planète, l'écologie, ça commençait, mais c'était fringe. Ça commençait, mais tu sais, la fameuse affaire d'Al Gore, là, qui avait fait, qui faisait ses tournées, où est-ce qu'il parlait, je pense qu'il avait même pas commencé dans le temps. Non, parce que c'était en 99 ou 2000, c'était le vice-président de c'est Bush. après. C'est après. Fait que ça, le protocole de Kyoto, toutes les affaires par rapport à la nature puis l'environnement, c'était, dans ce temps-là, on n'en parlait pas tant que ça. C'était des hippies weird. C'est des tree huggers pis des be weird, exactement. Des scientifiques. C'est ça, des scientifiques. Ça, on en parle depuis... c'est vrai que l'environnement, c'est sûr qu'on en parle depuis les années 70 puis tout, ça fait longtemps, mais que ça devienne mainstream comme ça puis que ça ait le trend que ça a en ce moment... Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas de recyclage juste chez vous, il n'y en avait juste pas. Là, c'était juste des vidanges puis tout. Fait que ce que je veux dire, c'est que quand il a commencé à travailler sur ça, ben c'était avant-gardiste. C'était avant-gardiste. Là, finalement, ben ça a pris... avant qu'il sorte le premier Avatar, c'est en 2009, ça a pris 10 ans quasiment, entre Titanic 97 et puis Avatar 2009 qui est sorti. Fait que 11-12 ans. Fait que by the time qu'il l'a sorti, il y avait déjà beaucoup de travail qui avait été fait. Puis le concept de essayer de dire mais tu sais l'environnement, la nature, puis les autochtones, la manière qu'ils vivaient avec, la connectivité, la connectivité exactement. C'était quelque chose qui avait déjà été pas exploité, mais genre déjà c'était déjà plus connu aux yeux de Monsieur Madame tout le monde. Tandis que je pense qu'il aurait sorti mettons 1 an après Titanic, mettons, ça aurait peut-être été même encore plus gros dans le temps parce que ça aurait été comme wow, new groundbreaking, complètement neuf. Fait que, on est encore là-dedans. C'est ça l'affaire, c'est que là, même le deuxième, qui sort 13 ans plus tard, on est en 2022. Des fois, tu regardes ça et tu te dis, tu sais, ça, c'est mon opinion. Tu regardes, tu te dis, tu sais, c'est cool, tu sais, parler de l'environnement puis tout, mais ça a l'air un peu trendy. Tu sais, c'est comme tout le monde parle de ça maintenant. C'est rendu, tu sais, c'est rendu comme normal de penser de même, là, de dire, tu sais, peut-être que notre exploitation de la planète, c'est too much. Puis il faudrait qu'on revienne un peu comme avant, comme les Autochtones y vivaient, whatever. Comme on dit, comme tu as dit, la connectivité. Je serais curieux, avant d'y attribuer toutes ces éloges-là à James Cameron, de voir la première version de son scénario. C'est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup là, des réalisateurs qui jouent la game de moi j'en parlais à l'époque. Ouais. Moi, j'étais au courant de ce qui se passe avec la planète. Genre Spike Lee puis Do the Right Thing. Et ça, l'écrit de l'époque que j'ai lu, c'est le manifeste de Ted Kaczynski. J'ai aucune idée. Unabomber. C'est qui? C'est le Unabomber. Ok, bon, c'est ça. Ben, dites quoi son nom? Parce que, tu sais, Do the Right Thing de Spike Lee,
les gens, tu sais, dans les cours de cinéma, on en parlait comme étant un des premiers films qui adressait la situation global warming. Mais il dit ça parce que dans le film, tu sais quoi, Do the Right Thing? Ouais, je m'en souviens. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud, mais d'après moi, c'est pas... Oui, c'est ça. First, c'est une canicule. Ça existe depuis toujours. Ouais. Puis de deux, je pense pas que le but, c'était de critiquer le comportement humain comme Spike Lee le prétend aujourd'hui. D'après moi, c'était vraiment juste un contexte pour dire que la pressure est high, puis qu'il est sur le bord de se passer quelque chose dans ces quartiers-là. Pressure cooker, là. Ben oui. C'est littéralement ça, le film. Genre, c'est pas un message... Ça parle pas fuck all l'environnement. Puis c'est tellement clever pour accentuer le point des tensions raciales que le film, on s'entend, c'est C'était ça le but. C'était ça le but. Ben oui. La thématique ça a principale. toujours été ça, les Spike Lee. Parce que c'est vrai que une grosse canicule, il fait bien chaud, tout le monde est inconfortable, tout le monde est un peu à cran. Tout le monde est comme un petit peu... À fleur de peau. Parce que le film est tellement nuancé justement dans son propos sur les tensions raciales où est-ce que... oui, il y a des gens qui sont juste racistes dans le film, mais c'est une minorité. Il y en a vraiment pas beaucoup, mais les autres tombent quand même dans ces panneaux-là, un peu de tribalisme racial. À cause des événements, à cause justement parce qu'il fait chaud, ils sont tannés, une grosse journée, ils sont fâchés, c'est ça, c'est une grosse journée épuisante pour tout le monde, fait qu'à la fin ça culmine comme ça, mais il y a personne comme c'est pas par malice, tu sais. Non. Puis c'est pour ça que je trouve que Spike Lee c'est le champion de gâcher son propre œuvre. Ben oui. Il vient se dire, oui, moi, à l'époque, j'étais très conscient de l'environnement. Hey, bullshit, come on. Il fait... Mais Spike Lee, j'ai toujours trouvé qu'il fait des bons films, mais lui-même, comme personne... c'est un étron. C'est un étron, là. Pour aux Oscars, là, il y a 4 ans. Quand le Green Book a gagné, puis s'est levé comme une petite princesse, puis il est parti en criant. Ouais. C'était quoi son film, lui, qu'il avait fait? C'était... non, il voulait qu'un autre gagne. gagne. C'était même pas pour le sien, en plus. Non, c'est ça. Il voulait juste pas que Green Book gagne. Ouais. Parce qu'il trouvait que c'était un film que, genre... qui exploite les Noirs pour faire de l'argent puis pour gagner des prix. Mais j'ai quand même... Mais c'est sûr qu'en arrière de ça, c'est sûr qu'il bitchait son film et n'avait pas gagné. Là, je veux dire, Mais il est connu pour être orgueilleux. J'ai vraiment eu cette impression-là quand il chialait. J'étais comme... Ben là, il devait se douter que ça devait paraître de même quand il s'est levé puis qu'il est parti en pleurant. Là. Ouais. Il a trouvé une autre excuse. C'est ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il marchait, il va falloir que j'explique pourquoi j'ai fait ça. Quelle raison je pourrais trouver l'environnement? Non, ça, j'ai déjà fait. Non, c'est ça. Fait que, anyway, fait que ça pour dire que je pense, c'est ça. Fait qu'Avatar, bon, on s'entend que le premier, ça ressemble beaucoup à Pocahontas, tu sais. Je sais pas si. C'était ma critique principale. C'est ça l'affaire aussi. Je sais pas si c'était voulu ou si. Ben. En tout cas, je sais pas comment c'est fait. Puis là, il s'enligne vraiment. C'est très weird. Il s'enligne vraiment pour un trend comme Avatar The Last Airbender. Comme là, il y a l'eau. Puis le prochain, ils ont dit qu'il va avoir le feu. C'est confirmé. Fait que là, c'est confirmé. Là. Il a dit, ah oui, le prochain, ça va être les navis de feu. Puis à ce qui paraît, ils vont être méchants. Le but, c'est de montrer que les navis sont pas tous gentils, qu'il va y avoir de la bataille. Les nations de feu sont tout le temps méchants. Ouais, c'est ça. Il y a de la suite d'HD, les petits Cameron. Fait que je sais pas. Ils vont avoir la Terre qui vont être genre des. Ah non, la Terre, j'imagine que c'est les originals. Non, les originals, c'est clairement Air. Ouais, parce qu'ils volent pis tout. Fait que. Avec leur dragon. Je suis pas. En tout cas, je sais pas comment ça va. Fait que peut-être qu'un peu, ça manque un peu d'originalité. Ouais. Mais. En tout cas, mais c'est ça. Faut pas oublier ça. Faut pas oublier que quand il a commencé à faire ça, dans ce temps-là, c'était moins trendy de dire, les Autochtones, tu sais, il y avait une relation avec la nature. Comme maintenant, on le sait plus, puis c'est plus trendy encore une fois. Beaucoup de monde en parle comme si c'était un style de vie comme parfait puis tout là. Fait que c'est ça. Mais genre la première affaire que je veux dire, tant qu'il continue à faire des films d'action vraiment cool avec des beaux effets, moi ça me dérange pas. Fais ce que tu veux avec ça, je m'en fous à quel point ça peut être naïf puis bidon ton histoire. C'est compétent comme film d'action puis j'aime ça. Fait que genre 16 ans. Tu sais, une affaire qui est incroyable d'Avatar aussi, c'est que tu sais, on a dit tantôt spoiler alert là. Tu sais, Avengers, par exemple. Je me souviens quand ils ont sorti, que ce soit Endgame ou Infinity War, puis même les autres, même Spider-Man, là, peu importe, il y avait tout le temps, tu sais, ils faisaient des pubs où est-ce que les acteurs, ils disaient « Don't spoil », tu sais, Please don't spoil, tu sais. Parce que, ils voulaient pas que le film soit spoilé, tout simplement, parce que c'est une des forces de ces films-là, c'était que, il y a un gros twist dedans, tu sais, puis tu peux pas t'y attendre, tu sais, ou
peux t'y attendre dépendant de quoi. Comme Spider-Man, c'est un peu clair qu'il allait avoir d'autres acteurs, mais en tout cas, peu importe. Puis ils pensent que le film a pas la force de Scary. Les gens sont pas comme ben je vais aller le voir au cinéma parce que je veux vraiment voir c'est quoi qui se passe. Mais c'est pour ça que ces films-là, ils ont des premières fins de semaine de box-office absolument hallucinantes. Là. Juste pour donner un exemple, Avatar, la première fin de semaine qui a ouvert, la fin de semaine du 16 décembre, nous, on peut voir, dans le monde du cinéma, on peut voir les chiffres des autres cinémas, là, vous le savez sûrement, mais genre, je peux, comme moi, en tant que propriétaire de cinéma, je peux voir les chiffres que le cinéma, le Colossus de Laval, il fait, ou le Goudzo à Terrebonne, ou peu importe. C'est dans un système que les gens peuvent voir tes chiffres, mais... à Laval, ils sont dans le négatif parce qu'il fait qu'ils réparent la salle après. Là. C'est ça. Non, mais tu vois pas le budget de la place au complet, tu vois juste l'argent que le box-office il fait. Ben, en fait, tu peux pas voir ça du Pine, mais ça, c'est une autre histoire. Fait que, je peux-tu laisser ça dans le podcast? Ou... Hein? Je peux-tu le laisser dans le podcast? Ah oui, c'est correct, il n'y a rien d'illégal. Pas une crosse? Non, ben c'est pas une crosse, il n'y a rien d'illégal dedans. Là. Je veux dire, c'est la manière que ce système-là marche, c'est comme si tu mets tes chiffres, tu peux voir les chiffres des autres, mais si tu mets pas tes chiffres, tu peux pas voir les chiffres des autres. Fair enough, mais tu sais, je veux dire, c'est pas dur pour un collègue de m'envoyer un screenshot, tu sais, c'est aussi simple que ça, là, tu sais, quelqu'un qui est... Sneaky. Ben, c'est ça, tu sais, exactement, là. Ça, c'est tout un autre sujet, on pourra y revenir plus tard. La raison pourquoi on met pas nos chiffres, c'est bien spécifique. On a peut-être déjà parlé dans un podcast. Je pense pas, ça me dirait. Quand même qu'on se répète un peu. Ben, je vais... Ben, ok, ben, regarde, je vais y aller tout de suite d'abord avec ça. Dans le fond, ce qui est pas le fun de ça, c'est que de mon point de vue à moi, de notre point de vue au Pine, c'est que les distributeurs voient tes chiffres aussi. Okay. Right? Fait que eux, c'est ça qu'ils font. Eux autres, ils regardent les chiffres de tout le monde, puis là, ils regardent, puis ils voient, OK, Colossus Laval, Megan, il a fait tant d'argent, Avatar, il a fait tant d'argent, Life of Auto, il a fait tant d'argent. Fait qu'ils voient tout. Puis souvent, des distributeurs de films, ben, c'est des vendeurs, essentiellement. Là, là, nous, quand on interagit avec eux, c'est des vendeurs. Ils nous vendent leurs films. Mm-hmm. Et puis, t'en as là-dedans qui sont plus difficiles des fois, puis qui poussent leurs produits. C'est normal, c'est leur job, c'est complètement fair, tu sais. Et puis, surtout quand tu as des gros films qui sortent en même temps, surtout dans une période acharnée comme le temps des fêtes ou l'été, puis tout le kit, là. Puis il y a de la bataille entre les gros distributeurs comme Universal, puis Disney, puis peu importe. Et puis, ils veulent faire ton booking pour toi, dans le fond. T'sais. Ils veulent te... Fait que c'est ça qui est pas facile. Fait que je vais prendre un exemple concret. La semaine de relâche. La semaine de relâche, je me souviens plus, des dernières années, t'as tout le temps plein de films pour enfants qui sortent. C'est normal, c'est la semaine de relâche. C'est les familles qui sortent puis tout le kit. Fait que un moment donné, on s'était ramassé avec 3 films pour enfants pendant la semaine de relâche. Puis ils sortent un petit peu avant ou après, dépendant de... Ben, pas après, excuse. Un peu avant ou juste au début de la semaine de relâche. Fait que voilà. Quand t'arrives à la fin de la semaine de relâche, là ça pique tout de suite. Comme en ce moment, là, on est au mois de janvier, là, après le temps des fêtes, là, ça drop tout le temps. Malgré que ça qui est impressionnant avec Avatar, il se maintient très bien. Là, pour un lundi, mardi, mercredi soir, après le temps des fêtes, il y a encore pas mal de monde qui viennent, c'est assez impressionnant. Fait que anyway, t'arrives à la fin de la semaine de relâche, t'as 3 films pour enfants, les 3, ils crashent solide. Faut que t'en laisses aller. T'sais, t'as pas le choix, c'est fini. T'sais, t'as fait ta semaine de relâche, là, tu retournes dans ta période plus calme. Mais ça sert à rien d'avoir sur mes 8 salles, 3 salles que c'est un film pour enfants qui a littéralement 2 clients par salle toute la semaine. T'sais. Ouais. Fait que tu dois faire le ménage. Fait que faut que t'en laisses aller. Fait que là, nous, on estime, on dit on en laisse aller 2. On en garde 1 parce qu'on essaie tout le temps d'avoir un film pour la famille, tout le temps. Comme ça, tu frappes un après-midi pluvieuse la fin de semaine, whatever, là, il est plein, sûr et certain. Mais là, t'as 3 films. Il y en a un qui a fait, je dis n'importe quoi, 1000$. L'autre, puis les 2 autres, ils ont fait 750 puis 720$. Tu sais, mettons là. Là, il faut que t'en laisses aller 2, parce que tu sais que ça sert à rien d'en garder 3. Tu le sais, il y a 3 de tes écrans que tu pourrais juste éteindre les lumières dedans toute la semaine puis avoir rien dedans puis ça va revenir au même. Là. Mais là, quand eux, ils ont tous tes chiffres, là ils se battent fort. C'est ça l'affaire. Là, ils ont des munitions. C'est ça. Ou mettons que t'en laisses aller 1. Pas 2. T'en laisses aller 1, c'est 3.
Là, t'arrives puis tu dis à lui qui a fait 720$, tu dis mais toi, je te laisse aller. Là, il va te dire ben non, mais garde l'autre. Après, il a fait 750$, tu le gardes, ça marche pas. Fait que c'est ça qui est pas le désavantage, selon nous, d'avoir tes chiffres. Il essaie de faire ton booking pour toi, puis c'est frustrant quand même, des fois. Surtout quand c'est du monde qui sont à Toronto puis à Montréal, qui ont jamais mis les pieds dans ton cinéma puis commencent à te dire comment faire. Ils connaissent pas ta clientèle, ils savent même pas t'es où. C'est très frustrant, des fois. C'est très frustrant. Fait que c'est plus simple de garder ça de même. T'es gardes dans le noir un peu. Tu leur dis, garde ton film, il a pas bien performé, puis on va le laisser aller. Ça, c'est l'argent. Faut qu'on leur donne leur chiffre pour leur film. Ça, c'est normal. Tu sais, je veux dire. Universal ou Paramount, leur film, faut qu'on leur dise combien qu'il a fait. Ça, c'est correct. Mais on n'est pas obligé de leur donner toute la gang au complet. Puis ça, c'est difficile. On a frappé des situations même des fois où est-ce que c'est très, très, très touchy. Juste l'été passé, Buzz Lightyear, là, il a floppé ben comme il faut, right? Puis Mignon est sorti 2 semaines après, puis il a rentré dedans. Il y a le peu de part de marché que Buzz Lightyear avait, Mignon, il a juste arraché tout. Disney, t'es pas content de ça, là, tu sais. Puis ils sont pas habitués à ça. Ils sont pas habitués à ça. Fait qu'eux, ils se plient pas. C'est pas, notre film. Eux, c'est pas notre film, c'est ça. Notre film, c'est un flop, on va le laisser tomber. Non. Eux autres, c'est comme, OK, non, le film, il reste dans. Ils disent à leurs employés, le film reste dans le plus de cinéma possible et vous vous battez pour tooth and nail, tu sais, là, genre, ils voulaient que leur film il était sorti juste avant Canada Day Weekend et puis The 4th of July. Eux autres, ils voulaient qu'il reste jusqu'à ces dates-là là, pour faire le plus d'argent possible. Le film, il a coûté 150 millions puis ils ont fait 5 millions, là, ils sont pas contents. Puis là, fait que là, ça fait de la chicane. Là, quand t'arrives, tu leur dis, je vais te laisser aller ton film, ben là, ils vont regarder tous tes autres chiffres puis ils vont faire, mais regarde, tel film, il a fait moins d'argent que le mien, puis lui, tu le gardes, voyons donc. Lui, mets-les dehors, puis prends Mignon à sa place, puis moi, tu me laisses là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile des fois de juste garder tes chiffres pour toi-même, tu prends tes décisions de même. Pas parce qu'on a nécessairement plus raison qu'eux autres, sauf que des fois, c'est vraiment... Puis souvent, c'est ça c'est le plus misérable, le plus plate de ça, c'est que les films qui souffrent le plus de ce système-là, c'est des films indépendants, des films répertoires, des films québécois. Parce que c'est toujours eux qui ont le plus petit box-office dans la gang. Pas tout le temps, mais souvent c'est ça. Tu sais, tu peux pas comparer Avatar avec... je prends un film... pas Bon Cop, Bad Cop, là, mais mettons... je sais pas. Je l'ai en tête en ce moment, mais j'ai un film français qui s'appelle Simone. En ce moment, c'est l'histoire de Simone Veil, qui est une grande féministe française, whatever. Tu peux pas comparer les box-office de ces deux films-là, mais l'affaire, c'est que les plus gros vont toujours bâcher ces plus petits comme ça. Ils vont dire, ben là, tu gardes un écran pour ce film-là, comme Simone, par exemple, mets les dons dehors, puis prends mon Scream numéro 7 à la place. Ça d'ailleurs, je voulais l'adresser un peu, parce que j'ai le slow reader que je suis a enfin fini le livre La famille Fermagnac, qui est le livre que vous avez, publié sur l'histoire de votre cinéma, parce qu'on le rappelle, le Cinéma Point, c'est le plus vieux cinéma sous la même administration au Canada au complet. C'est quand même un milestone intéressant à explorer. Puis, il y a un chapitre que vous parlez de ça sur le cinéma québécois, comme quoi que les cinémas, on l'a vu avec la pandémie, c'est souvent les premiers à manger des claques quand il est temps de venir faire des coupures, mais que c'est vous autres, vous contribuez volontairement à aider la culture québécoise, parce que même si le film fait pas d'argent, vous vous forcez de le garder dans une salle, même s'il y a personne qui va le voir. Souvent, c'est ça la réalité. C'est poche, mais c'est ça, là, des films des fois de répertoire qui intéressent pas grand monde, là. Genre Alex-Xavier Dolan, tout ça, si c'est pas des cinémas qui faisaient un effort de le garder dans des salles, malgré qu'il y a des géants genre Disney puis Paramount, whatever, qui poussent leur film pour dire « Hey, t'as ça fait pas d'argent, pogne le mien à la place. » Mais vous faites le sacrifice de le prendre quand même. Puis vous n'avez pas de raison de le faire à part de la générosité, quasiment. Un peu de générosité. T'espères tout le temps que le film il va décoller un peu aussi. Tu te dis, on va lui laisser sa chance pour le faire. Puis tout. Fait que c'est ça qui est poche de ce système-là. C'est que souvent, les gros. À un moment donné, il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Là. Je vais pas te dire quel distributeur que j'ai dit ça à un moment donné. Mais. J'y avais dit... C'est un des gros. Hein? C'est un des gros. Un des gros. C'est pas Disney. Je peux dire c'est pas Disney. Universal. Mais non, je vais pas dire le nom. Là, si jamais il l'écoute, là, ça sera pas drôle. Là, c'est encore ongoing un petit peu. C'est encore un petit peu difficile comme relation en ce moment. Là. Mais j'ai dit, écoute, moi j'ai 8 écrans. J'ai dit, j'ai l'impression que si je te donnais le contrôle de mes 8 écrans pour mettre
tous les films que tu veux dedans, tu vas quand même me chicaner. Ben, j'ai dit first, j'ai dit là, je parle même pas tout l'argent que je vais perdre, là, mais j'ai dit, tu vas quand même me chicaner, puis tu vas me dire, ben, pourquoi t'en as pas un 9e, tu sais? Ben, j'ai pas de pourquoi salle, tu peux pas bâtir un 9e écran là, de plus dans ton parking, là, parce que là, le 8, c'est pas assez. Fait que, tu leur tends la main, les autres, ils prennent le bras. Ouais, c'est ça. C'est toujours ça. C'est comme c'est jamais assez. Il y a une historique de pas être raisonnable avec leurs demandes. Ouais, ben, c'est ça. C'est que. C'est des exemples concrets. Ah, ben, un peu comme je dis là, tu sais, c'est comme un peu comme lui que j'ai sorti avant, tu sais, mettons avec Buzz Lightyear, tu sais, quand le film il flop, ils vont pousser fort pour le garder pareil, parce qu'ils ont mille et une raisons d'essayer de le garder. Qui avantage juste le studio. Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est pour faire le plus d'argent possible qu'ils peuvent avec. Puis le vendeur qui doit faire une commission, j'imagine. Ouais, je sais pas comment que ça marche exactement, leur salaire, là, mais ouais, ça se peut très très bien. Là, quand tu peux dire à un employé, bat-toi tooth and nail pour que ça arrive, puis c'est une task quasi impossible, là, où ils ont pas d'argument, mais il faut qu'ils le passent pareil. Ils sont obligés de faire des passe-passe puis de s'obstiner. C'est ça. Souvent, c'est parce qu'ils ont une commission. C'est ça. Puis je dis ça, ils sont pas tous de même. Il y en a qui comprennent très bien la game puis qui sont comme ben écoute, dans le temps des fêtes, j'ai eu encore une fois, je peux pas dire le truc, mais c'était un distributeur québécois. C'est un distributeur québécois, et puis le film, c'était un film, c'était pas juste un film québécois. Il y en a deux des distributeurs québécois. Non, il y en a beaucoup. Okay? Il y en a quand même beaucoup, puis c'est arrivé récemment. Et puis, dans les 6 derniers mois, mettons, et puis il y avait un film, c'était une coproduction québécoise européenne. Et puis, le film il est sorti dans une période très achalandée. Puis, sa date était vraiment, vraiment pas bonne. Le contenu du film était un peu bof, là. T'sais. Encore une fois, je veux pas rentrer trop dans les détails, là, mais... Puis, c'était comme clair que c'était pas la bonne date, puis le film, il allait se faire rentrer dedans par tous les autres films. Okay. Puis on a essayé de dire comme, regarde, là, on pense pas que c'est ça, on veut pas sacrifier un écran pour ça. C'est dans cette période-là. Sors-le dans une autre période où est-ce qu'il y a le moins de films qui sortent, on va le prendre, puis il va probablement faire la même quantité d'argent là que dans la période plus achalandée. Okay. Puis finalement, ben, ils ont sorti la carte le président de la compagnie, c'est quand même quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans les films québécois au Québec ici. C'est pas Patrick Roy. C'est pas Patrick Roy des films CV, c'est pas... Mais c'est quand même quelqu'un qui a fait énormément de gros films, puis à un moment donné, ben, il a appelé Tom et moi, personnellement, puis il a dit là, tu prends pas ce film-là, là, il le distribuait, c'était pas lui qui l'avait produit ou rien de même, il avait mis de l'argent dedans, mais il s'était pas directement impliqué dans le film. Mais il a comme dit, genre, tu le prends pas, ça met notre relation en péril. Tu sais, genre, comme, pense bien au prochain Bon Cop, Bad Cop, par exemple. Tu sais, genre. Pas qu'ils vont en faire un autre, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est un gars qui fait des films de ce calibre-là. C'est quoi qu'il y a de son bord comme argument? Genre, je te donnerai pas Bon Cop, Bad Cop 3. Genre, tu sais, genre. Moi, il me semble. C'est ça, c'est comme des genres de. C'est comme pour dire, comme je m'en souvenais longtemps, tu sais. Au lieu qu'on soit ben chum, mais là, on va être moins chum, tu sais. Fait que là, il a comme sorti l'ultime argument. On aurait quand même pu dire non, regarde, on veut pas, puis ton chantage, on veut rien savoir de ça. Mais on a décidé de céder, on a fait bon. Il veut vraiment, vraiment, vraiment qu'on le prenne. Puis là, c'est plus une question de faire de l'argent. C'est ça, c'est plus une question de faire de l'argent ou de pas faire de l'argent. C'est une question d'est-ce qu'on maintient la relation qu'on a en ce moment avec eux, ou est-ce qu'on accepte qu'elle prenne un hit puis qu'il va peut-être s'en souvenir la prochaine fois qu'on se parle pour un prochain film. Fait que là, bon, OK. On cède, on lui fait la faveur, on le prend, mais on l'avertit bien que si le film il marche pas, il fait son 2 semaines, puis merci, bonsoir, ça finit là. Puis demande-en pas plus. T'sais. De fait, le film il a pas marché, malheureusement, ça a été un flop total. Puis, on y a pas écrasé dans la face, mais ils ont dit comme, regarde, on te l'avait dit, puis on l'a fait pour te rendre service. On l'a fait pour te rendre service et rien de plus, rien de moins. Fait que, bref, ils ont-tu répondu à ça ou ils vous ont laissé on the read? Hein, ils nous ont laissé ils ont... Comment dire? Ils ont juste fait comme OK, c'est bon. On comprend. Ils étaient visiblement déçus de leur flop, là, tu sais. Fait que... anyway, je me souviens plus exactement comment on s'était rendu à parler de ça, là, mais c'est des situations comme ça qui frappent. Puis encore une fois, quand eux sont dans une situation comme ça où est-ce que ton film, il perd de l'argent, s'ils voient les chiffres de tous les autres films, c'est ça l'affaire. Ah, mon film à moi, il a fait 500$, tu me dis que c'est pas bon, puis tu le mets dehors. Ouais, mais lui, il a fait 500$. Puis des fois, c'est ça, c'est 575$. Il a fait 75$ de plus que moi. C'est littéralement 6 personnes de plus qui sont allées le voir. Mais lui, tu le gardes, tu sais. Là, t'es comme, ben ouais, mais tu sais,
Encore une fois, différentes compagnies, différents deals, différents tout, tu sais. Puis moi, je connais mon marché mieux que toi, tu sais. C'est ça qui arrive parce que toi, tu connais les gens qui viennent à ton cinéma, surtout vu que c'est un petit, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est plus petit là, que les Guzzo. Que Guzzo, tout le kit, exactement. C'est comme j'ai dit souvent, c'est le fait que toi et ton père, vous êtes tout le temps dans le lobby en train de parler aux clients. On le voit. Guzzo fait pas ça. Guzzo, il est dans son bureau puis il mange son popcorn maison. Non, mais les gens, tu sais, mettons, c'est pas Guzzo directement qui décide c'est quels les films qui vont être présentés. J'imagine que c'est les directeurs de chaque cinéma. Mais eux autres avec, tu sais, c'est comme trop gros, ils peuvent pas parler à tout le monde. Fait qu'ils regardent les chiffres. Leur cinéma en même temps, tu sais. Il y en a quand même beaucoup qui sont présents dans leur cinéma, là, faut que je leur donne, là, tu sais. Sauf que c'est sûr, quand t'as 4 cinémas, j'ai travaillé un an au cinéma à Saint-Eustache. Je vais pas les traîner dans la boîte, là. Je les aime bien, ces gens-là, sont cool, là, mais j'ai vu mon boss une fois. Ouais. Mais du monde, c'est plus du monde de bureau. Du monde, c'est plus du monde de plancher. Tu sais, ça pour dire, ça fait en sorte que toi, mettons qu'il y a un film, justement, qui a fait 720$, l'autre en a fait 700$, mais t'as une bonne idée de la semaine prochaine, par contre, celui qui a fait 700, il risque d'en faire 250. Puis l'autre qui a fait 720, il risque d'en faire 560. 700 encore, c'est ça. Ou encore 700, tu sais. Exactement. Puis il y a plus de longévité pour ta crowd, tandis que l'autre, non. Fait que là, eux autres, s'ils te questionnent sur ces chiffres-là, toi, c'est dur de dire comme, ouais, mais je connais mon marché, je connais c'est ça. Fais-moi confiance, arrête. Puis là, ils vont te dire comme, bon, mais là, c'est parce que là, il faudrait qu'on aille tous tes chiffres tout le temps pour qu'on puisse juger nous autres ici. Fait que c'est ça qui est pas le fun de cette game-là. Il y en a beaucoup de cinémas qui mettent leurs chiffres. Nous, on les met pas. Il y a plusieurs autres cinémas aussi qui refusent de le faire aussi parce que... C'est tous des cinémas indépendants? C'est tous des cinémas indépendants. Ouais, toute la gang, là, c'est tout ça. C'est ça. Fait que c'est mieux de même. C'est mieux de même. Tu sais, le principe s'applique à pas mal n'importe quel business, là. Je veux dire, t'as un dépanneur, t'as un magasin, t'as n'importe quoi. Si tous tes vendeurs savaient toute la quantité d'argent que tu vendais toutes les autres affaires, ils vont tout arriver puis ils vont tout te bâcher puis dire ça, débarrasse ça de ça, puis mets mon stock à moi à la place là, puis whatever. Mais le gros perdant de ce système-là, c'est tout le temps les films, malheureusement, indépendants, québécois, toute l'équipe, parce qu'ils ont toujours des plus petits box-office, c'est normal. Là, tu peux pas comparer Avatar avec un film, comme j'ai dit, Simone, ou un film comme un film français qui s'appelle L'origine du mal, qui est très bon. Tu peux pas comparer ces deux-là ensemble, mais en même temps... quand même que là, je dis les compagnies n'importe quoi, là, mais quand même que je joue Avatar puis que la même compagnie Disney sorte Scream 7 parce qu'il y en a un qui s'en vient 6, excuse-moi, c'est Scream 6 qui s'en vient. C'est Disney qui fait ça? Non, c'est Paramount. C'est Paramount. Mais mettons qu'il arrivait puis il me dirait ben non, mais prends donc Scream 6 à la place, tu sais. Tu mets Scream 6, il y aura personne dedans, là, tu sais. J'aime mieux prendre le film français que je sais qu'il va faire de l'argent. De 4 enfants qui vont arriver, vont dire hey, on s'en vient voir Avatar. On l'a pas, mais on a Scream. Ben parfait. Scream, ben oui, c'est excellent, c'est ça. Des fois, c'est une question de balancer ta slate. Puis des fois, c'est une question d'évidence. Tu sais, quand tu parlais de l'exemple de la semaine de relâche, les films pour enfants, tout de suite après la semaine de relâche, ça descend en pic, mais un film pour... Il y a plus âgé, ou tu sais, admettons, c'est ça, Avatar, que les gens vont aller voir les soirs de semaine, ou ta crowd un peu plus âgée, qu'eux autres, ils peuvent y aller l'après-midi, tu sais. Que eux autres, ben, admettons, tu fais 500$ pendant la semaine de relâche, mais tu vas faire 500 l'autre semaine d'après, mais le film pour enfants, il va faire 20$. 20$, exactement, c'est ça. Fait qu'il y a des perdants. Ça, c'est du gros bon sens. Fait que, tu sais, il y a pas des perdants, mais il y en a qui doivent partir, puis là, c'est difficile dans ce temps-là, tu sais, parce qu'ils veulent tout que le film, il se maintienne. Fait que c'est ça l'affaire. Il y en a qui sont plus raisonnables que d'autres. Il y en a que des fois, tu sais, tu leur dis, comme exemple, Babylone, malheureusement, ça a été un flop mondial. Malheureusement. Il a fait j'ai pas checké les chiffres. J'ai pas checké les chiffres là, il est rendu où, mais le film il a coûté très cher, il a coûté comme presque 200 millions à faire, 185 millions, je pense. Ça paraît. Puis ça paraît, c'était impressionnant. Chacun des dollars était là. Chez nous, il a pas marché fort, mais partout ailleurs, il a pas marché fort non plus. Il fait pas parler du tout. J'espère sincèrement qu'il va y avoir des nominations. S'il n'y a pas de nomination, c'est sûr qu'il y en a. J'espère qu'il va en avoir. Il a gagné soundtrack là, au Gold Globes. Bon. Fait que au moins, j'espère qu'il nomme, j'espère qu'il va gagner des prix parce que s'il n'y a pas ça, ça va être vraiment un dur flopper. C'est Paramount, puis écoute, ils ont assumé leur loss, puis on l'a joué le temps des fêtes, puis c'est ça qui est poche, là, c'est que tu joues dans le temps des fêtes la période la plus achalandée de l'année ou une des périodes les plus achalandées de l'année, puis si ton film il marche pas là,
il marchera pas jamais. Là. Je sais pas quoi d'autre te dire. Là, avec un gros casse en plus. Avec un gros casse, puis tout, il marchera pas. Là. Tu sais pas parce que tu le gardes une semaine de plus ou que tu le ressors à l'été qu'il va marcher. Là, il marchera juste pas. J'ai vraiment l'impression qu'il compte sur les Oscars pour promouvoir le film. J'espère sincèrement. Il va revenir dans les cinémas. S'il gagne plusieurs prix, on va le ramener. Il va avoir sa chance. En plus, il fit avec les nouveaux critères des Oscars, avec le 30% du casting qui est un critère de diversité. Tout ça. Il fit dedans. Ils ont réussi, ils ont nailed à faire ça, puis sans que ça soit forcé. De façon très organique. Absolument, c'est super bon. Il y a mille et une raisons pourquoi. Pour ceux, pour les gens qui nous écoutent, Babylone, il n'a pas été full populaire, avec j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. C'était un film, le film il durait 3 heures. C'est quand même aussi long qu'Avatar. C'est un commitment. Et puis c'est un commitment. Et ça puis, passe plus vite par le contre. Le film était très très bon. Si t'aimes le cinéma puis tout, c'était excellent. Le film par contre était très trash. On va le dire là, très trash. Beaucoup de sexe, beaucoup de drogue. Je sais pas si trash. Ouais, tu vois du trash. Moi, quand je l'écris aux gens, je dis que c'est irrévérencieux. C'est ça. Tu sais, quand elle se lève le matin dans son appart dégueulasse, puis tu vois la toilette dégueu avec le gars en train de chier dessus, puis tout. En tout cas, bref, le film, je pense qu'il a pris par surprise beaucoup de gens. Fait que ça l'a peut-être pas aidé, peut-être. Surtout dans les endroits comme les États-Unis où est-ce que c'est plus puritain par bout. Puis... Mais c'est tellement des. Excusez-moi. C'est tellement des affaires qui sont pas montrées dans le trailer que. C'est ça. Faut que ça se fasse. Je pense pas que ce soit ça qui est genre cold shower des gens à aller le voir. Là. C'est le même réalisateur. Ça qui est important, moi je trouve à dire, c'est le même réalisateur que La La Land. La La Land a été super populaire. Whiplash, qui est un des films les plus appréciés de la décennie par des cinéphiles. Qui était très très propre. Fait que je pense qu'il y avait des gens qui avaient l'impression que ça allait être un genre de La La Land, mais c'était les années 20 d'Hollywood. Avec le rowdy music, les Roaring Twenties puis tout. Ça aurait été cool, mais c'était ça, mais plus, beaucoup plus. Fait que puis le film il est sorti dans le temps des fêtes. Moi je pense une des raisons principales qui a pas bien marché, c'est qu'il est 3h09, très long comme temps de film, aussi long qu'Avatar. En même temps qu'Avatar. La semaine d'après. La semaine d'après, là. Fait que c'était. C'est du suicide pour vrai. C'était très très ambitieux là, comme lancé. Là. C'était très 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 ambitieux. Et après moi ils l'ont sorti là par contre parce qu'il voulait être éligible. Pour les Oscars, c'est sûr que c'est ça. Je suis convaincu que c'est toute une histoire de marketing d'Oscars. C'est la seule raison. Vraiment, ils réussiront quand même pas parce qu'ils ont oublié qu'il n'y a pas grand monde qui écoute des Oscars maintenant, malheureusement. Ouais, mais des fois, tu sais, si t'as gagné une coupe d'Oscars, ben là, tu fais une autre campagne de marketing avec ça mentionné. Tu peux en faire, puis tu te rattrapes avec le streaming. T'as le gamble, tu sais jamais quand est-ce encore une cloche chez les gens quand ils voient, mettons, sur la pub, mettons, une banner sur YouTube ou sur Netflix ou sur un whatever, sur la banner, il est écrit, tu sais, whatever, Oscar. Puis le studio, en bout de ligne, c'est un peu la même affaire un peu avec beaucoup des films québécois d'auteurs. S'ils gagnent des prix, le studio voit quand même ça comme un win, entre parenthèses. Même s'ils perdent de l'argent avec, ils disent quand même, OK, on a un cast, on a un réalisateur, on a du monde qui ont travaillé sur une production, qui ont gagné des Oscars, des ça leur rajoute de la valeur. Ça nous rajoute de la valeur à nous en tant que studio, puis on est capable d'en faire d'autres avec ces personnes talentueuses-là, puis on va être capable de se rendre. Fait qu'eux, ils voient quand même ça comme un win. Sur les 3 prochains films que eux autres t'ont signé avec un contrat, il est écrit récipient de tel Oscar, récipient de tel prix. C'est de la valeur à long terme. Tout le temps le gamble que ça se peut qu'il y ait un Will Smith de ce monde qui aille faire un move de cave. Puis que tout le monde en parle. Puis que la cérémonie est méga exposée pendant des semaines et des semaines après. Fait que c'est un bon gamble à prendre. Quoi qu'on sait que c'est de la valeur un peu artificielle parce que les Oscars, c'est plus une campagne de marketing ciblée vers une centaine ou un peu moins d'une centaine d'individus. Ou est-ce que tu leur envoies des cadeaux? une des raisons pourquoi Warner Brothers ils ont tellement de misère en ce moment, c'est parce qu'ils ont perdu énormément de leur talent, eux autres, là. Énormément à cause de leur move de mettre tout en day-and-date streaming. Ils ont perdu. On parle beaucoup de Christopher Nolan parce que c'est le plus connu de la gang qui les a quittés. Il est rendu chez Universal maintenant, puis il faisait tous ses films avec eux avant. Mais même Denis Villeneuve, il aimerait ça pouvoir les quitter, mais ils ont les droits sur le film très très dur, fait qu'il peut pas. Mais tu sais, en dessous de Chris Nolan, que tu sais c'est quoi son nom, là, il y a plein de gens qui ont quitté puis qui sont allés ailleurs, des scriptwriters, des gars de son qui ont quitté, qui sont allés vers les autres studios, puis ça paraît à long terme au niveau de ton contenu. Fait que, mais tout ça pour dire que Babylone, c'est Paramount qui le distribuait. Puis Paramount, depuis quelques années, on a une excellente relation avec eux, ça va super. Pas que ça allait mal avant, mais je veux dire... Ah, puis ils ont eu Top Gun cette année, ils sont capables de prendre une bullet, là. Exactement. Ils ont eu Top Gun qui a été énorme, ils ont Mission Impossible qui s'en vient cette année, qui va être aussi gros.
C'est vrai. Puis ils ont une couple de bons... Il y a une couple d'autres bons films aussi. Bad Guys, c'était-tu eux autres? Je sais pas. Ça me The Bad Guys... non, c'était Universal. C'était Universal, mais ils en ont eu une couple d'autres cette année qui ont bien marché. Puis, tu sais, je veux dire, quand on a dit... Tu sais, ils ont compris qu'ils ont eu un loss. Puis quand on leur a dit à la fin du temps des fêtes, on leur a dit, ben désolé, ton film, on va faire le minimum avec, 2 semaines, puis on le laisse aller parce que il a pas marché, tu sais. Ils ont compris, ils ont pas fait, ben là, voyons donc, nanana. Ils ont fait, ben oui, c'est correct. Ils savent ce qu'ils font. On passe au prochain. Nous autres, tout le temps, ça qu'on dit. On passe au prochain film, comme une manière de dire, comme, garde, laisse aller celui-là, puis le prochain, on se croise les doigts, on regarde vers l'avenir. On va quand même avoir un de tes films. Ben oui, c'est ça, exactement. Fait que ça sont retirés gracieusement. Oui, gracieusement, exactement. Ils n'ont pas fait une petite crise de bébé. Ils n'ont pas fait de crise, non. Ils n'ont pas fait de crise. De temps en temps, ils vont nous dire... encore une fois, avec Paramount, je suis content de le dire, on est capable d'avoir une entente comme, admettons qu'ils vont me dire, ben, les gens que moi j'ai avec, ils me disent, ben, il faut que je le garde dans le plus d'écran possible parce que mes patrons, c'est ça qu'ils veulent. Est-ce que tu peux le garder? Pas full, comme on dit, pas une semaine complète dans un écran à jouer tout le temps, mais est-ce que tu peux le garder juste la fin de semaine? Je demande pas. Juste la fin de semaine ou juste les après-midi ou juste quelque part pour que moi je puisse dire à mon patron, oui, je joue encore au pain. Genre. Puis oui, tu sais, on va le faire, là, tu sais. On va le faire, puis si ça l'accommode, tu sais. Sauf que s'il arrive avec une demande pas raisonnable, comme faut que tu joues toute la semaine au complet, autant de fois qu'Avatar et tous les autres films, ben là, dans ce temps-là, c'est juste, ben je suis désolé, ton film il joue plus chez nous, ça sert à rien que je fasse ça, là, tu sais. Fait que, bref, c'est ça. Donc, avec eux, ça, c'est un bon exemple, justement. Ça, c'est un bon exemple. Mais des fois, ils sont pas tous comme ça. Un bon exemple, justement, du fait qu'ils ont des objectifs différents, des fois, pour chaque film. Exactement. Des fois, c'est de le jouer dans tant de salles. Des fois, c'est de le jouer dans tel time frame. Des fois, c'est de enlever un peu la compétition puis venir leur prendre un peu une part de marché. C'est un peu comme aux élections quand t'as un parti qui est juste là pour pas qu'on vote pour le même. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. C'est toute une game. C'est toute une game. Hein. Le calendrier de sortie de film puis tout, c'est toute une game. Intéressant. Là, ils ont compris l'assignment pour Babylone, comme on disait, qui était juste de le sortir en 2022. Puis là, je peux ramener ça à ce que je voulais dire au début, avant qu'on parle de Babylone. Non, mais c'est correct, là, tu sais, c'est pour Avatar, là, la force versus Avengers, la force d'Avatar, là, c'est que même si tu as dit spoiler alert tout à l'heure, même si on spoil la fin du film, là, on s'en fout dessus. Les gens vont le voir quand même. Juste pour le spectacle. C'est ça qui est incroyable. Tandis que Avengers, le méchant, il perd. Avengers ou Star Wars, le premier Star Wars, Force Awakens, si t'arrives puis tu dis dès le début... Hey, Han Solo, il meurt à la fin. Avant que le film il sorte, mettons qu'ils mettent ça dans leur pub et ils disent genre, hey, check ça, Han Solo meurt à la fin du film. Il aurait perdu des centaines de millions. Automatiquement. Le film dépend de ça. C'est sûr, le film dépend de ça pour que le monde en parle puis fasse comme, oh tabarouette, tu sais, ça. Même affaire avec Avengers Infinity War, mettons. Monsieur Shyamalan. Tu mets dans la pub, puis il y a des films qui font ça. Fast and Furious 10, là, tu vois le film au complet dans la pub, tu sais, jusqu'à la fin, tu sais. Puis la fin, c'est comme bataille finale entre Vin Diesel puis je me souviens plus quel autre méchant. Bon, on me demande qui va gagner, tu sais. C'est ça, je me demande qui va gagner, mais s'il aurait fait ça dans Avengers Infinity War, est-ce qu'à la fin, tu vois que la moitié du monde meurt puis que le film finit pas bien, il aurait perdu la moitié de leur box-office direct là. Puis c'est pour ça que le film, il y a un énorme puis qu'il pète des records la première fin de semaine. C'est ça que j'allais dire. On voit les chiffres des autres cinémas. Le Cinéplex Scotiabank sur Sainte-Catherine à Montréal, c'est un des plus gros au Canada, un des plus gros box-office au Canada aussi. Il est en compétition avec lui à Toronto, mais ils ont à peu près la même affaire, les mêmes chiffres. La première fin de semaine d'Avatar, il a fait 150 000 $, de box-office. C'est énorme. Une fin de semaine, là, c'est... Pour un cinéma. Pour un cinéma, un film. Un film, all right? Là, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il reste plus grand place de vide là-dedans. Là. Mais ils ont plusieurs salles. Ils ont plusieurs salles. Ils ont le IMAX là-dedans qui a 500 places, tout le kit. Mais là, tu coûte cher. C'est ça, il coûte plus cher. Ah oui, à cause du Screen X. Tu peux dire qu'en une fin de semaine, il y a eu 10 000 personnes qui sont allées voir ce film-là à ce cinéma-là, juste ce film-là. Puis il est juste en anglais en plus, parce que eux, ils jouent juste en anglais. Français, c'est au quartier latin qu'ils jouent. C'est énorme, là. La quantité de popcorn qu'ils ont dû vendre, là, de coke, tout le kit, ça a dû être incroyable. Avengers, quand il est sorti, Infinity War, au même cinéma, la première soirée, le jeudi soir,
950 000 de box-office. Un jeudi soir. Il a fait 9 fois ce qu'Avatar a fait le premier soir. Okay. Sur les 18 écrans, il y avait 16 écrans que c'était ce film-là. Aïe, aïe. En un soir. Pouvez-vous imaginer la quantité de gens qui sont allés mettre les pieds là pour aller voir Avengers, là? Ouais. C'est incroyable. Puis c'est pour ça que le film il a brisé des records de première fin de semaine et tout, parce que tout le monde voulait aller le voir parce qu'il voulait pas se faire spoiler. Spider-Man il a fait la même chose aussi, tu sais. Fait que, mais si tu l'aurais spoilé, ça l'aurait tué le film. Mais Avatar, c'est ça. Puis je dis pas qu'un est meilleur que l'autre, c'est juste qu'Avatar, c'est ça, sa force. C'est que même si tu spoiles la fin, le monde va le voir pareil parce que c'est un spectacle. C'est un spectacle. Puis c'est. Fait qu'il y a plus de longévité. Il y a plus de longévité. Comme je dis, je suis allé voir Kiss en concert l'autre jour, puis la dernière tune qu'ils ont faite, c'est. La tune qui est populaire. La tune qui est populaire de Kiss. Celle-là, tu sais, celle-là. Là. Mais genre, très mauvais exemple. Je connais même pas Kiss, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bref, c'est un concert, tu le sais, qu'ils vont finir par leur hit. Ouais. Fait que les gens ils vont pareil. Justement, ils y vont parce qu'ils veulent l'entendre. Moi, j'arrive demain, puis je vous dis hey les gars, j'ai 3 billets pour aller voir YouTube ou les Rolling Stones ou peu importe. On y va, tu sais, puis on a le temps, puis tout, on y va. Même si vous me dites, bon, mais moi, je suis pas un fan des Rolling Stones, moi, je suis pas un fan. Moi, j'écoute juste du dubstep dans la vie. Le spectacle, tu sais, non, mais tu sais, le spectacle, tu vas quand même trouver ça cool, parce que c'est ça que c'est, là, tu sais, là, les gros shows, les gros artistes comme ça, là, c'est un spectacle, là, tu sais, là, c'est comme. Rammstein est un bon exemple. Exactement. C'est le nom qu'ils ont voir Rammstein, puis exactement. Moi, je suis pas un fan de métal pantoute, tu sais, sauf que tu m'emmènes voir Rammstein, de ce que j'ai vu en ligne, puis tout, c'est sûr que ça doit être incroyable, mais c'est un spectacle de Spiroman, là, tu sais, entre autres. Fait que c'est ça que c'est, là, tu sais, c'est un show de lumière, d'images, de musique, oui, mais c'est un spectacle avant tout. Certains diraient quasiment un amusement park ride. Ouais. Qui dirait ça, donc? Un petit monsieur, Baby Yoda. Mais le pire, c'est que je pense qu'on a déjà parlé sur le podcast, mais je suis d'accord avec lui, mais je pense pas que c'est péjoratif. Non, c'est juste différent. Non, c'est ça, c'est différent. C'est quand tu prends juste cette coke-là puis tu fais un titre de journal avec ça, ben c'est clickbait puis ça marche. Oui, c'est pas du cinéma avec un grand C majuscule, mais c'est de l'entertainment. Moi, tu vois, Babylone a fait changer d'opinion là-dessus récemment. Là. Le cinéma, c'est l'art de prolétaire. C'est fait pour divertir les gens, puis c'est le fun. Ouais, c'était vraiment bon la comparaison avec le théâtre. Ouais. Fait que oui, je pense sincèrement que Spider-Man, c'est un cinéma qu'un grand C. Ouais. C'est du grand cinéma. C'est ça le cinéma. C'est pour faire déplacer des masses, puis ça a marché. Fait que genre, fine. Puis en bout de ligne, est-ce que ça a pas plus de valeur s'il y a plus de gens qui le voient? Techniquement, ouais. Monétairement, ça en a. C'est comme c'est à qui je parlais de ça l'autre jour? L'artiste qui a il a tapé une banane sur un mur dans un musée. Oui, puis pour faire croire aux gens que mais les gens pensaient que c'était un exhibit. Mais cette œuvre-là, entre guillemets, est valable. A eu plus d'impact que toutes les autres œuvres au monde. Il y avait un propos en plus. En plus. Fait que techniquement, c'est du grand art. Ouais. C'est pas la technique ni la réputation de l'artiste qui l'a fait qui définit une œuvre. C'est l'impact qu'il y a eu sur les gens. Puis des films de super-héros, peut-être moins de cette année, mais en général, je trouve qu'ils ont autant de mérite que n'importe quel film artsy-fartsy qui se prend pour un autre. Là. Ouais. Je me demande comment on va en parler dans comment est-ce qu'au cégep, le monde qui étudie en cinéma, ils vont en parler dans 25-30 ans. Ouais. Ça va être intéressant de voir ça. Ils peuvent pas ne pas en parler en tout cas. Ben c'est ça qui arrive. Moi, c'est tout le temps ça que j'ai reproché au cours de cinéma quand j'étais à l'université, surtout à Concordia, que c'était particulièrement prétentieux. Que les profs. Concordia, prétentieux? Non. Hey, je peux te dire une joke? Qu'est-ce que le monde de Concordia puis McGill, ils ont en commun? Ils ont tout appliqué à McGill. Pretty much. À Concordia, tu sais, les profs, ils parlent là, avec passion des trends du passé, mais quand tu leur parles d'un trend actuel en cinéma,
il s'en contre-calisse. Ouais. Mais genre, hey, come on, dude, dans 10 ans, tu vas avoir l'air d'un épais parce que t'as rien vu de ça. Genre. Ouais, c'est vrai. ça va mal vieillir, là, tes habitudes de vie en ce moment. Là, ça. Il y a des très bons films qui se font maintenant, là. Ben oui. C'est ça qui est plate. Non, mais dans le sens que ce que je veux dire, c'est que les films de Marvel, les films de super-héros, les Fast and the Furious de ce monde, c'est niaiseux, mais dans 50 ans, dans les écoles de cinéma, ils vont étudier ça. C'est ça qui a déplacé des gens. C'est ça la mode, ça a été ça. Ça définit une société. C'est ça qui pogne. Surtout que le cinéma a une place très hybride où est-ce que non seulement c'est une forme d'art, mais c'est une business très très lucrative. Ouais. Elle vaut la peine d'être étudiée. T'es obligé d'étudier le business side of things, puis ben, qu'est-ce que les gens veulent voir, qu'est-ce que les gens veulent. C'est important. Permettre un petit mini-cours d'histoire de ce que je me souviens du cégep. Comédie musicale, la raison pour laquelle ça a autant marché, c'est parce que ça fitait tellement bien que le code Hays, que genre, c'est des petits films naïfs, le code Hays qui est le fameux code de censure que basically gâché Hollywood pendant une couple d'années. Ouais. Mais que, tu sais, une comédie musicale, c'est gentil, ça fait pas de mal à personne. Puis t'as même des artistes qui essayaient de repousser ces limites-là, genre c'est Fred Astaire qui faisait des comédies musicales de crime, de scènes d'action. Que genre les gens ils se tiraient dessus, mais t'as pas le droit de montrer ça dans des films avec le code Hays, mais le fait qu'ils dansaient en même temps, c'est correct. Ouais. Mais t'as des scènes littéralement de shooting dans des stations de métro, mais ils ont des chorégraphies, puis ils font des backflips, puis genre, c'est complètement kitsch puis niaiseux. Mais c'est le genre d'affaire qui a inspiré Michael Jackson pour son Smooth Criminal. Il a le même outfit. La scène, le vidéoclip de Smooth Criminal, ça vient d'une scène d'un film de Fred Astaire. C'est hot, ça. C'est littéralement la même affaire. C'est vraiment cool. D'ailleurs, ils vont faire un film sur l'histoire de la vie de Fred Astaire. Puis ça va être Tom Holland qui va le jouer. Ah ouais, il fit tellement. Il fit très bien dedans, puis il est très athlétique, tu sais. Il était acrobate, il fait ses propres backflips comme Fred Astaire il était, là, tu sais. Fait que ça, j'ai très très hâte. J'ai très très hâte de voir ça. Mais oui, puis sinon on peut prendre l'autre film musical qui a sauvé le monde du cinéma, Cats. oui. Cats, pour ceux qui ne savent pas, il a été coté un des pires films jamais faits de l'histoire du cinéma. 2020, c'est fou, on a vu ça de notre vivant, là, tu sais, le film. C'est tellement ramassé de mauvaises idées, je comprends pas comment. Non, je l'ai pas vu, mais il y a littéralement, puis le pire, et ça vient d'un musical de théâtre qui est bien populaire en plus, là, qui est de Broadway, exactement. Puis écoute, le réalisateur du film a avoué que c'était de la marde. Le cast au complet qui ont joué dedans ont tous dit c'est de la marde. Ils ont dit ça. Toute la gang. Il n'y en a pas un qui a dit oui, je suis vraiment fier de mon travail, de ce qu'on a accompli. Ils ont tous dit c'est terrible. Et puis le film, il avait sorti à Noël 2019. Et puis le film, il avait tellement floppé là, partout dans le monde. Chez nous, là, je pense qu'on a eu 20 clients. C'est le dernier qu'on a eu avant la pandémie. Non, c'était pas un des derniers, mais il avait sorti à Noël. Il s'attendait à ce que ça soit un gros film, puis il a tellement pas marché. Là, ça me fait penser un peu à... Puis là, c'est moi qui stretch un peu, là. Je vais comme appliquer une de mes idées là-dessus, là. Mais ça me fait penser à quelque chose que Guillermo del Toro a dit, je pense récemment. J'ai vu une quote comme quoi il disait qu'on devrait arrêter justement à cause des Golden Globes, parce qu'il y a la catégorie des films d'animation. Ah ouais. Sauf que Guillermo del Toro lui dit c'est juste un médium. T'as pas besoin d'être une catégorie à part entière. C'est du cinéma. Puis l'animation, ça fait longtemps que c'est plus juste pour les enfants. L'Amérique du Nord n'a pas compris ça encore. Non, vraiment pas. Parce que chiant, Cats, une des raisons pour laquelle c'était de la grosse marde. Puis je le dis, c'est de la grosse marde. Ah oui, ça l'était. Wow, quel statement provocateur. Le réalisateur lui-même, son film, il a dit que c'était pas bon. Là, c'est les visuels absolument cauchemardesques auxquels on a eu droit dans les trailers. Pourquoi, à la place de t'entêter les gens aiment pas trop les films d'animation, ça attire pas vraiment de foule, fait qu'on va prendre des acteurs, on va les intégrer en CGI, avec des sauts, puis tellement horrible. C'est... Ouais, c'est des man-made horror. You will live to witness man-made horrors beyond your comprehension. Avec un gros cast. Peux-tu le mettre, Hugo? Peux-tu le mettre sur l'écran? Le cast, là, je me souviens, c'était gros, là. Il y avait bien des chanteurs connus, mais il y avait Judi Dench dedans. Elle joue pas dans n'importe quoi, là. Puis,
en vidant la litière de mon chat, j'ai vu des choses plus appealing visuellement. Puis je pèse mes mots, là. Arc! Taylor Swift. Je pensais jamais dire que Taylor Swift est complètement laide de toute ma vie. J'avais même pas reconnu que c'était elle. Ouais, il me semble que c'est elle. Francesca Hayward, elle, c'était la principale qui était new. Judi Dench, Idris Elba, Jason Derulo. C'est Taylor Swift? Je pense que ouais. Ouais, c'est elle. Elle était dedans, ouais. Jennifer Hudson, James Corden, Ian McKellen, qui est un excellent acteur, puis qui fait du théâtre, puis qui fait tout. Taylor Swift, Rebel Wilson. C'est Ricky Gervais dans son speech au Golden Globes qui dit... James Corden as a fat pussy. Ouais, James Corden shows himself to the world as a fat pussy. He also played in Cats. En tout cas, bref, tout ce monde-là, ils ont tous joué dans le film, puis ils ont tous, même, je me suis dit, c'était Ian McKellen et Idris Elba, les deux, ils ont dit, le film, c'est de la merde. Prends le même film, donne-le à Pixar, il aurait été un succès. Complètement différent. Ian McKellen, je pense qu'il est rendu à une partie de sa vie que... s'il aime pas ce qu'il fait, il gênera pas de se le dire, peu importe le contrat. Non. Il a fait pareil pour les Hobbits. Ouais. Il a dit c'est le pire tournage que j'ai fait de ma vie. C'est tellement plate, c'est tellement de la merde. Parce qu'il a pas aimé le tournage tout. Mais en regardant Rings of Power, la série d'Amazon, les Hobbits sont très bons. C'est toute une question de perspective. C'est ça, c'est toute une question de perspective. Ils sont très très bons comparés à ça. Mais tu sais, ce que tu allé avec ça, c'est si Cats avait été fait en animation à 100%, ça aurait sûrement été moins dégueulasse. Moins dégueulasse ou, en vrai, avec des costumes. Comme le musical. Des bons costumes. Ils sont capables de faire des bons costumes, juste que quand ils mettent CGI, souvent, c'est cheap out un peu. Mais même, c'est même les costumes du musical, je les ai vus. Parce que les gens qui vont voir le musical, les gens qui vont voir le musical, ben, sont habitués de voir ça. Ils voient, ben, tu sais, le musical aussi, tu sais, c'est un type différent où est-ce que les costumes vont être très flamboyants. Puis, parce que faut que la personne dans mais c'est ça qui arrive. La personne dans la première rangée, faut qu'elle lise rapidement, tu sais, c'est qui a sa scène, puis l'action, puis tout ça, mais il faut que la personne dans la dernière rangée aussi, en voyant une silhouette puis des couleurs, ben, elle sache c'est quel personnage. C'est qui, Tu veux pas des close-up ces costumes-là? Non, c'est ça. Il y a une raison pour laquelle les costumes dans le musical, ils ont l'air de ça, puis quand tu les regardes sur des photoshoots, c'est comme... C'est bizarre. J'aime pas vraiment ça. Même à la l'aise. Rated 1 étoile sur 5. Ouais, puis même là, c'est 1.4. Le 1 étoile sur 5, c'est moi. Le 1.4, c'est la moyenne des users. Ok, c'est toi, puis là... Oh my god. C'est une histoire que j'aime bien raconter, vous la connaissez sûrement, là, mais pour les gens qui nous écoutent encore une fois, Spider-Man, il appartient à Sony, right? C'est His ass belongs to Sony Pictures. Il appartient pas à Marvel, il appartient pas à Disney. Ils ont fait une collaboration ensemble qu'ils ont accepté de faire pour que Spider-Man il soit avec... En fait, Spider-Man au cinéma. Exactement. C'est ça, Spider-Man au cinéma. Parce qu'à la télé, c'est un truc différent, puis dans les BD, ben, c'est sûr. Pas si méchant non plus. C'est un autre genre. Ouais, c'est ça. C'est très, très, très touchy. Jeux vidéo aussi, c'est un autre truc différent. Ouais. Mais non, là, je pense que ça venait avec. Jeux vidéo, puis cinéma. C'est Sony. Pour le deal de Sony, ils venaient ensemble. C'est ça, ils venaient ensemble. C'est très... En tout cas, bref, le deal est très, très, très spécifique, là, mais Sony Pictures, quand ils ont acheté les droits de Spider-Man de Marvel en 2000, au 99-2000, avant qu'ils fassent le premier... Dans ce temps-là, Marvel, c'était pas ce que c'était maintenant. Là. C'est leur plus gros film qu'ils avaient fait avant ça, c'était les cartoons là, qu'on voyait à la TV. Là, quand ils ont acheté de eux, ils ont payé 10 millions dans le temps pour les droits de Spider-Man. Puis Marvel, ils ont dit pour 15 millions, on te donne les droits de tous nos personnages de Marvel, parce qu'ils voulaient avoir des films qui se faisaient puis il n'y avait pas le potentiel pour le faire. Sony a dit non. Puis Sony a dit non. Ils ont dit nous, on veut Spider-Man, le reste, on s'en contrefiche. Ils ont pris, je pense qu'ils ont pris Hulk aussi. Ils avaient pris Hulk finalement, là, parce que c'est eux qui avaient fait les premiers films de Hulk, je pense. Mais bref, tout le reste, le Iron Man, tous les personnages qu'on connaît super bien maintenant, Sony ont dit non, on n'en veut pas. C'était un autre temps. C'était un autre temps complètement. Je me souviens quand le premier Iron Man il est sorti, qui c'est Iron Man? Même affaire. C'était Paramount, à l'époque, Iron Man? C'était Paramount, qui faisait tout. Même affaire, Thor. À ce moment-là, est-ce que Blade était déjà sorti? Oui. Ben parce que Blade est sorti quoi, en 99? Puis le premier Spider-Man est sorti en 2001. Mais fait qu'en 99, est-ce qu'il commençait
la production dessus ou Blade, c'est... Parce qu'ils ont acheté les droits avant. Blade, c'était 20th Century Fox. Ouais, c'est je pense. ça. Fox aussi avait fait un deal à part avec Marvel, puis eux, il y avait les X-Men. Les X-Men, il y avait Blade, fait puis qu'eux autres avaient déjà vendu... les Fantastic Four. OK, fait qu'il a déjà vendu Fantastic Four. Non, excuse, Fantastic Four, c'était Sony. Je m'en souviens plus par cœur. Mais ils ont fait un film avec... Il a déjà vendu Blade puis X-Men à 20th Century Fox. C'est ça. Puis là, il faisait un deal, probablement. Ça devait être proche, parce qu'on s'entend à 99 à 2001, le temps de produire un film, ça ferait ça. Là, c'est ça. C'était tout fait à peu près dans le même 5 ans, là, plus ou moins. Là. Fait que, anyway, Sony ont mis la main sur Spider-Man. Puis là, juste Spider-man. Juste Spider-man, puis c'est méchant. Puis les personnages attachés à Spider-Man, comme Miles Morales, whatever. Puis là, ils ont fait. Là, c'est pour ça que, tu sais, au début du MCU, il était pas dedans. Il y avait les films avec Andrew Garfield, qui étaient un peu mal placés, parce que là, bon, le monde voulait Spider-Man avec les Avengers. Ils voulaient pas, puis whatever. Finalement, ils ont fait une entente où est-ce qu'ils ont fait les 3 Spider-Man ensemble dans le MCU, puis ça a bien marché, mais les droits de Spider-Man appartiennent quand même à Sony, puis même qu'après qu'ils ont sorti le deuxième, là, Spider-Man, il y a eu une chicane à un moment donné, entre Disney et Sony, là, il y a une grosse chicane. On savait pas si on allait avoir le troisième. Il avait dit lui-même, il a dit, je sais pas si je vais avoir une job, je sais pas si je vais avoir un troisième film, là. Fait qu'ils ont encore le potentiel pour, puis un moment donné, Disney, apparemment que Disney Marvel, parce qu'ils ont acheté Marvel, apparemment qu'ils ont approché Sony puis leur ont dit là qu'est-ce que ça prend pour qu'on achète Spider-Man, parce que là, faut que ça arrête la mise. On va vous donner votre argent, vous êtes riches, puis nous, on l'envoie, puis on fait ce qu'on veut avec le personnage. Sony, ils ont dit t'as payé 75 milliards pour 20th Century Fox, tu payes 75 milliards pour Spider-Man. Les droits de Spider-Man au cinéma. Disney, ça a aucun Christy de sens. Ça fait mon affaire, je suis content. Puis c'est correct. Faut pas que Disney aille tout. Là. Non, faut pas qu'il y ait tout. Non, vraiment. Faut pas qu'il y ait tout. Fait que fait qu'en tout cas, fait que c'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là. Fait que oui, Spider-Man, il est produit dans les studios de Marvel, il est produit là, puis il est sous la supervision d'eux autres. Mais en bout de ligne, si Sony arrive d'un matin puis il tire la plug, il n'y a plus de Spider-Man tout simplement. Puis contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, dans l'industrie du cinéma, Disney sont gros et c'est les plus gros de la gang toute. Sony Pictures, c'est peut-être pas le plus gros studio, mais la compagnie Sony en tant que telle, c'est une des plus grosses compagnies au monde. Ils sont 10 fois plus gros que Disney. Ça fait peur tellement que c'est gros, là. D'habitude, quand une compagnie peut lancer une console de jeu qui va perdre de l'argent pendant des années, puis quand même, à long terme, ça vaut la peine. Là. C'est énorme. C'est parce que c'est une très grosse compagnie. On parle d'une compagnie qui run partiellement un pays, là, comme le Japon. Là, c'est ça. Là. Je veux dire, c'est pas juste Sony, mais c'est comme Samsung en Corée du Sud. C'est comme genre les hauts dirigeants du pays, ils ont le numéro de téléphone du président. Là, les présidents de Sony ont le numéro de téléphone du président du pays ou du premier ministre du pays, puis c'est ça. Là, si Sony était une personne, les films qu'ils produisent, c'est comme des vieux outils qu'ils ont oubliés dans le fond de la chaîne. Oui, c'est vrai, on a ça. Ben oui, toi! Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est la situation. Genre, puis ils font leur affaire. C'est la situation de Spider-Man en ce moment. Parce qu'en plus, les corporations en Asie ont vraiment le paradigme d'être comme on fait de tout. Ouais. On est super huge puis on fait de tout. Souvent, ça donne des produits de qualité très diverses, disons. Ouais. T'as des divisions qui sont plus performantes que d'autres. Ouais, c'est ça, performantes puis prisées que d'autres. Mais ouais, fait que ça prend. Monsieur le PDG de Sony, notre nouvelle souffleuse industrielle est un flop. Ouais, mais ça fait ça. On fait ça, les ça. Mais tu sais, justement, c'est ça, Samsung, là, je pense que c'est un de nos amis qui me disait ça. Là, justement, ils font des affaires, hein, ils font des outils. Les power tools. Mais ouais, c'est des gros outils industriels, genre qui vendent à des compagnies, des usines. Souvent, ils commencent de même. Je pense qu'à l'origine, Samsung, c'était une banque, je crois. Non, c'était une épicerie. Une épicerie? C'était ça. C'était un magasin général. Le gars qui a l'épicerie s'est dit comme, ouais, on va faire des barres de son. Ouais, c'est ça. On va faire des barres de son, des TV. C'est l'exception. Des climatisés. Ça me ressemblait pendant un bout de temps à un gros Walmart qui avait l'épicerie, puis dans le rangé à côté, t'avais des jouets. T'avais n'importe quoi, ouais. Fait quoi, tout ça pour dire, comme tu dis, ils sont huge, fait que c'est... Ils sont gros, puis c'est pour ça qu'ils avaient fait un film Fantastic Four. Ouais. On parlait d'IP, là, justement. Ouais. Pour la garder. Je sais plus quelle année qu'ils ont fait ça, mais c'était... C'est pour ça que Sam Fox, si Fantastic Four, me semble que c'était 20th Century Fox... Mais je pense que c'est Fox. C'était Fox, mais Sony, ils ont sorti un film à un moment donné, et c'était avec Miles Teller?
avec Miles Taylor. Ça, c'est Fox, ça. Hein? Puis, c'était Sony. Je suis pas mal sûr que c'était Sony. Check down en ligne. Je suis pas mal sûr que c'était Sony qui l'avait. La version Puis Michael et Michael B. Jordan. Ouais. Le gars en feu, c'était Michael B. Jordan. C'était Fox ou c'était Sony? C'est 20th Century. Ah, c'était Fox. Ok, bon, c'était un des derniers films. L'histoire, bref, ils ont fait le film parce que l'IP expirait l'année d'après, genre. Fait qu'ils ont fait comme, bon, on a besoin d'argent, on va faire le film le plus cheap possible, juste pour dire, tu sais, on fait de l'argent avec, puis ils ont perdu l'IP l'année d'après. Parce que ça pourrait donner des bonnes choses, parce que techniquement, si c'est throwaway, tu te dirais, ben il y a moins d'intervention du studio, fait que peut-être que la personne va avoir plus de contrôle sur... mais en bout de ligne, c'est faut que ça sorte là. Faut que ton budget, il est pas flexible. C'est ça. Tes dates sont pas flexibles. Fait que ça donne... Ben, au moins, ça l'a aidé à lancer la carrière de Miles Taylor puis Michael B. Jordan. Ça? Il était déjà établi. Non, il avait fait Whiplash avant. Il y avait déjà... Ouais. Ça mais je veux dire, ça l'a borderline fait disparaître d'Hollywood pendant une couple d'années. Tant que ça. Top Gun l'a ramené. On l'a pas vu après ça. Là. War Dogs aussi, ça l'a aidé. Ça, c'est sûr et certain d'après. Il a quand même disparu après ça.